Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, récemment réélu pour un troisième mandat, tend la main à l'opposition. Dans une allocution faite ce lundi 9 novembre, il a invité son principal opposant, l'ancien président Henri Konan Bédié, au dialogue, alors que la journée du 9 novembre a été marquée par des violences faisant au moins 9 morts. Les consultations politiques initiées par le président Félix Tshisekedi se poursuivent en République démocratique du Congo. Le président a déjà reçu plusieurs ténors de la scène politique congolaise, avec pour objectif, selon les observateurs, de former une nouvelle majorité parlementaire. Et puis, automatisation de 3 postes de péage au Togo, un projet qui a nécessité un financement de 678 millions de francs CFA et qui vise à favoriser la fluidité et la fiabilité dans le franchissement des postes, a souligné la ministre des Travaux publics, Zouératou Kassa Traoré. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est exprimé ce lundi 9 novembre pour la première fois depuis l'annonce de sa candidature au scrutin présidentiel du 31 octobre qu'il a remporté. Allocution au cours de laquelle le chef de l'État a réitéré sa volonté de rencontrer l'ancien président Henri Konan Bédié, ce dans le cadre d'un dialogue sincère et inclusif dans le respect de l'ordre constitutionnel. Pour les analystes, le chef de l'État tient à rencontrer son opposant Henri Konan Bédié pour légitimer son troisième mandat, un mandat validé par la Cour constitutionnelle ce lundi, mais toujours contesté par l'opposition ivoirienne. Écoutons le président Alassane Ouattara. Mes chers compatriotes, conformément aux valeurs de paix et de dialogue que nous a légué le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, je voudrais réaffirmer ma disponibilité, aujourd'hui comme hier, pour un dialogue sincère et constructif avec l'opposition, dans le respect de l'ordre constitutionnel. Les leaders de l'opposition ivoirienne qui sont dans le collimateur des autorités judiciaires, certains dirigeants de l'opposition ne reconnaissant pas la réélection du président Alassane Ouattara, font l'objet d'une enquête pour mouvement insurrectionnel, assassinat et actes de terrorisme. C'est le cas du leader de l'opposition Pascal Affi-N'Guessan qui a été arrêté vendredi 6 novembre. Un sujet de la rédaction. Pascal Affi-N'Guessan n'est pas décédé. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le président du Front populaire ivoirien apparaît souriant, quoique un peu affaibli. Une vidéo qui vient mettre un terme aux rumeurs annonçant sa mort après son arrestation le vendredi 6 novembre. Pascal Affi-N'Guessan, qui a d'ailleurs été présenté devant un juge d'instruction en vue de son inculpation ce lundi 9 novembre. C'était la première comparution de M. Pascal Affi-N'Guessan devant le juge d'instruction du 9e cabinet de la police spéciale du tribunal de première instance d'Abidjan. C'était un fille décontracté qui s'est présenté dans le bureau de juge d'instruction, qui lui a égrené tout un chapelet de griefs liés au mot d'ordre de désobéissance civile. Le leader du FPI et plusieurs autres responsables de l'opposition ont été arrêtés une semaine après l'élection présidentielle qui a vu la victoire du président Alassane Ouattara avec un score fleuve de 94,27%. Des dirigeants de l'opposition qui font l'objet d'une enquête pour mouvement insurrectionnel, assassinat et actes de terrorisme. Ils avaient notamment créé un conseil national de transition contestant la réélection de l'actuel chef de l'État. Après cette première comparution, le juge l'a mis sous mandat de dépôt. On avait pensé qu'on le transférerait à la MACA, mais le juge nous a dit que pour des raisons de sécurité, il serait mis sous mandat de dépôt dans un endroit plus approprié. Le juge nous a donné des assurances et c'est sur ces mots plus ou moins rassurants que nous avons pris congé du juge d'instruction. L'opposition avait jusqu'au 8 novembre pour déposer auprès du Conseil constitutionnel les requêtes en contestation des résultats de la commission électorale indépendante. La haute juridiction a confirmé ce lundi 9 novembre la victoire du président Alassane Ouattara. En République démocratique du Congo, les consultations initiées par le chef de l'État Félix Tshisekedi se poursuivent. Plusieurs personnalités et associations ont déjà été consultées. Dans l'ensemble, les acteurs politiques reçus soutiennent la démarche du chef de l'État. Parmi les personnalités reçues, l'on peut citer Jean-Pierre Bemba, président du MLC, ou encore l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, de retour à Kinshasa depuis peu. Le point dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, poursuit ses consultations initiées le 2 novembre dernier. Créer une union sacrée de la nation dans un contexte où les crises au sein de la coalition FCC cachent et se multiplient, c'est l'objectif recherché par le président de la République. Chacune des organisations et formations politiques consultées soumet au chef de l'État sa proposition pour la sortie des crises. Et nous avions déjà rendu public un plaidoyer dans lequel nous avions repris les grandes lignes de ce que nous pensons être la refondation de la République démocratique du Congo. Vous en avez sûrement connaissance, c'est ce mémo que nous avons développé. Sinon, pour le reste, par respect à l'autorité, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Et donc la primeur est réservée au chef de l'État. Arrivé à Kinshasa le vendredi 6 novembre, l'ancien gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, qui n'a plus foulé les pieds de la capitale congolaise depuis son exil forcé, a aussi été consulté. Moïse Katumbi est ainsi le deuxième leader de la coalition Lamuka à répondre à l'invitation de Félix Tshisekedi après Jean-Pierre Bemba. Je suis venu voir le président de la République pour les consultations. D'abord, je suis venu voir un frère et le plus important, je crois, d'ici peu, quand il va terminer les consultations, vous saurez ce qu'on a discuté avec le président de la République. Pendant ces temps, le Front commun pour le Congo de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila a clôturé sa retraite politique dans la périphérie de Kinshasa. Le FCC, partenaire du Cap pour le changement en coalition, stigmatise ces consultations convoquées selon eux sans le respect des accords entre les partenaires en coalition au pouvoir. Au Niger, 41 dossiers de candidature ont été déposés au ministère de l'Intérieur en vue de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020, soit 25 candidatures de plus que lors de la dernière élection. Toutes les figures majeures de la scène politique nigérienne y figurent. La Cour constitutionnelle a jusqu'au 1er décembre au plus tard pour valider des candidatures. Le point dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. C'est ce vendredi 6 novembre 2020 qu'a pris fin le dépôt de dossiers de candidature pour la présidentielle du 27 décembre au Niger. Les différents prétendants au fauteuil présidentiel ou leurs représentants ont défilé au niveau du ministère de l'Intérieur, chargé de l'organisation des différents scrutins, notamment la présidentielle, où ils ont procédé au dépôt des dossiers de candidature conformément au code électoral. Le MPR Jean Mouria, à travers la candidature de son président, M. Albadé Abouba, que nous venons de déposer. Nous sommes confiants, nous sommes sereins et nous prions Dieu de nous accompagner, d'accompagner le Niger dans la paix, avec des élections libres, véritablement transparentes. Parmi les candidats investis, on retrouve les habitués des urnes. L'ancien président Mahaman Ousmane, Seyni Oumarou du MNSD Nassara, Abdoulaye Traoré du PPNU Saouhi, Hama Amadou du Modèle Falloumana, Mahaman Hamissou du PJD Akika, Tahirou Gimba du Modèle Maïkata, Amadou Boubacar Sissé de l'IDR Tabat et Ibrahim Yakoubou du Kishinkasa. Les prétendants au fauteuil présidentiel, excepté un déclaré indépendant, sont issus de 32 formations politiques, parmi lesquelles une vingtaine sont à leur baptême de feu. Ça, c'est un grand pas. Quand vous amenez au moins tous les documents dans leur ensemble et on dit que c'est conforme, c'est déjà bien. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est un grand pas qui vient d'être franchi. Je viens de déposer notre dossier de candidature, bien réceptionné donc par l'équipe qui a été mise en place par le ministère en charge des questions électorales. Et donc voilà, c'est un sentiment de satisfaction. En attendant la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle et l'ouverture de la campagne présidentielle le 5 décembre, meetings et autres rencontres se multiplient. Le premier tour de la présidentielle, couplé aux législatives, aura lieu le 27 décembre 2020. Près de 7,5 millions de Nigériens sont appelés aux urnes pour élire le remplaçant du président Issoufou Mahamadou en fin de son deuxième mandat et ne pouvant plus se représenter au regard de la constitution nigérienne.
Le rythme d'endettement du Cameroun est quelque peu préoccupant selon les experts. En effet, au 30 septembre 2020, l'encours de la dette du secteur public du pays était évalué à 45% du PIB. Le principal partenaire bilatéral du Cameroun, qu'est la Chine, détient 61,3% du portefeuille de la créance publique. Les précisions avec Philomentine. La dette publique du Cameroun a franchi la barre des 45% avant la fin de cette année 2020, comme l'avait estimé le Fonds monétaire international. En effet, son encours est passé à 10 164 milliards de francs CFA au 30 septembre 2020, soit 45,8% du produit intérieur brut, informe un communiqué de la Caisse autonome d'amortissement. Sur la décennie 2010-2019, le Cameroun, dans sa quête de l'émergence, a choisi de faire de cette première étape une période pendant laquelle il allait se doter d'infrastructures de développement. Ayant été bâtis sur les 10 dernières années, entre 2010 et 2019, ont coûté beaucoup d'argent au trésor camerounais. Or, ces infrastructures ne sont pas terminées. Je n'oublie pas les infrastructures énergétiques. En termes de répartition, cet encours est constitué de 7 110 milliards de francs CFA de dette extérieure du secteur public et d'une dette intérieure de 3 019 milliards de francs CFA. Mais seulement on n'a pas à trop se plaindre ou à tout le moins à trop paniquer parce qu'en fait, la norme communautaire est de 70%. Mais je dis encore, même si ce n'est pas très élevé, trop élevé, ça devient préoccupant. Le stock de la dette du Cameroun qui n'atteignait même pas 10% du PIB lorsque le Cameroun a atteint le 28 avril 2006, le point d'initiative PPTE a été multiplié pratiquement par plus de 4. Le FMI, en tant que partenaire multilatéral du Cameroun, attire régulièrement l'attention du pays sur la qualité et le rythme de son endettement. D'ailleurs, l'institution indique que jusqu'en 2026, le Trésor public du Cameroun rencontrera d'énormes difficultés pour honorer ses engagements. Le Togo automatise ses autoroutes à péage, selon le ministère des Transports. Cette innovation permettra de fluidifier le trafic et donnera la possibilité aux usagers de choisir plusieurs modes de paiement. Des infrastructures qui permettront également au gouvernement d'obtenir des données mesurables pour l'avancement notamment du réseau routier du pays. Samantha Sabero. Désormais, au Togo, les usagers de la route ont une multitude de voies depuis l'inauguration des péages à travers le pays. Les automobilistes auront dorénavant le choix entre les moyens classiques de paiement, à savoir le règlement des frais en espèces, et des moyens plus modernes, c'est-à-dire une borne magnétique. Ces postes de péage accepteront des cartes d'abonnement. L'autonomisation des points de péage est une bonne chose dans la mesure où ça va permettre une fluidité, l'accélération du trafic. Aujourd'hui, avec la digitalisation et les systèmes de paiement mobile, ça va permettre à ce que tous les usagers puissent faire leurs opérations de paiement des frais de péage sans pour autant des monnaies fiduciaires que nous traînons. Les usagers de la route pourront dorénavant badger au niveau de la borne magnétique pour qu'automatiquement la barrière s'élève, leur ouvrant le passage. Aussi, ils ne sont pas limités à ces deux options précédentes. De plus, un système intégrant la téléphonie est aussi mis en place. L'option vignette également est offerte aux usagers. Nous pensons bien que l'utilisation du mobile money aujourd'hui ou bien des cartes magnétiques qu'on mettra à disposition va permettre plus de fluidité et éviter surtout la frustration qu'on observe souvent avec les passagers. Au Togo, la digitalisation des services poursuit sa croissance. Le pays poursuit sa dynamique réformatrice avec de nouvelles réformes. Le péage est un système hybride ouvert dans la zone urbaine. Notons qu'au niveau des tribunaux commerciaux, l'automatisation des procédures est rentrée dans sa phase effective. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une belle édition de l'actualité sur Africa 24.